Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. J'ai froid, il fait humide, je ne vois rien. Pourtant, ici, maintenant, je me sens bien. Je n'ai pas très envie de bouger, ni d'ouvrir les yeux. Je chéris ces moments d'apaisement, ces moments que seul le sommeil est capable de m'offrir. Parfois, j'aimerais que ça dure toujours, que les lendemains n'existent plus, que les hier ne m'accablent plus. J'aimerais tout vivre au présent, que le monde s'arrête en un claquement de doigts, le temps de respirer. Un vent mesquin me gifle le visage. De l'eau me sort par le nez. Je vomis le liquide. Je ne flotte plus. Ma tête est hors de l'eau. Un brouillard épais m'empêche de me repérer. Où suis-je ? Je me débats dans l'étendue infinie des eaux du monde. Je regarde de tous les côtés, sans savoir où je suis. La surface est d'huile, étonnamment calme. J'essaye de voir mon corps immergé, mais l'eau est si sombre que mes jambes se perdent dans l'obscurité. Je respire un grand coup. Je scelle mes paupières aussi fort que je le puisse. Je plonge. Je ne veux pas être là. Je me suis égarée. Mais un courant glacé me bouscule sans que je ne puisse rien y faire. Et me voilà de nouveau à me débattre à la surface, à la recherche d'air. Le rêve ne s'efface pas. Le monde de l'éveil m'est inaccessible. Soudain, je sens des grains sous mes pieds. Et avec mes maigres forces, je décide de les remonter. Et plus j'avance, plus le brouillard se dissipe, dessinant une plage où se dressent des pierres noires et épineuses. Dans le fond, une ville. Je m'échoue et finis par m'évanouir. Je veux retourner de l'autre côté. Je suis réveillée, mais je ne reconnais pas cette chambre. Me dressant sur le lit, poussant les draps, j'essaye de me souvenir. Je me suis échouée sur une plage onirique. Un homme sombre est assis à mon chevet. Il ne dit mot. Il m'observe, et plus les secondes passent, plus mes yeux s'écarquillent. J'ai un mouvement de recul quand il se replace sur son siège. Alors je suis toujours dans mon rêve. Je suis coincée ici. Et d'ailleurs, ici, qu'est-ce que c'est ? Je finis par le demander à l'homme à côté de moi. Alors comme ça, je suis à Innsmouth, une ville côtière du comté d'Essex, au sud de Plum Island et au nord de Cap Ann, dans le Massachusetts. Mais ce n'est pas que ça. Visiblement, je suis dans le rêve d'un homme, Howard Phillips Lovecraft. Et Innsmouth est une de ces villes fictives que son esprit malade a créées, il y a de cela des années. L'homme n'a pas l'air d'un cauchemar, et je me décide à lui demander qui il est. Mais il n'a aucun nom à me donner. Il est l'inspecteur. Il arpente les rêves à la recherche des naufragés comme moi, ceux qui, pour une raison qui lui est inconnue, sont emprisonnés de ce côté des mondes. Il m'explique que j'aurais pu tomber à Ipswich, Hawley ou Newburyport, des villes environnantes. Mais pour mon malheur, d'après ses dires, le tissu des rêves m'a porté au large de Innsmouth. Me sentant de nouveau en forme, l'inspecteur me propose de me faire visiter la ville. Tant que je suis là, autant voir un peu du pays. D'après lui, nous pourrions trouver une faille pour me renvoyer de l'autre côté. Essayons. Nous voilà à l'extérieur de l'hôtel où l'inspecteur a pris soin de moi. Ce qui me heurte en premier, c'est l'état général de la ville. Elle est poisseuse, dans un état de délabrement épouvantable. Les bâtiments qui s'offrent à ma vue sont dans un tel état de décomposition qu'ils sont sur le point de s'effondrer. Pourtant, on peut y voir des personnes aux fenêtres, d'autres qui rentrent et sortent en claquant des vieilles portes grinçantes.
L'inspecteur me somme de faire attention où je marche, et il a bien fait. On n'y prétend pas garde, mes pas rencontreraient systématiquement du vieux poisson, échoué je ne sais comment dans les rues. Et je me briserai une cheville à cause d'algues dégoûtantes et pernicieuses. Nous commençons notre promenade, si on peut appeler cela ainsi, à partir du centre-ville, là où passe la rivière Manuxet, avant qu'elle ne bifurque vers le sud pour rejoindre l'océan, au bout de la digue où se trouve le port. En levant mon regard sur la bâtisse que nous quittions, je pus lire Gilman House, le nom de l'hôtel, faisant un peu plus de 4 étages en fonction de là où on regarde. Il est surmonté de coupoles et recouvert de peintures jaunâtres et écaillées. En marchant un peu, j'ai pu voir que la ville était bien dotée, avec son épicerie, ses nombreux commerces, sa pharmacie, et un restaurant lugubre où j'espère que l'inspecteur ne me forcera pas à aller manger lorsque la faim se fera connaître. Il m'est difficile de me repérer dans l'espace, tant la signalisation est pauvre, voire même quasi inexistante. D'après l'inspecteur, c'est à cause de l'histoire de la ville, dont il me parlera une fois que nous serions tranquilles. Il m'explique que le sud de la ville est assez peu peuplé, que le nord est particulièrement dangereux. Du reste, cela dépend. Rassurant. En dépassant le bureau de March Refining Company, nous commençons à fouiller les rues et ruelles annexes du centre-ville. L'inspecteur décide d'éviter la rue fédérale, l'artère centrale de la ville, afin de croiser le moins de monde possible. Je l'interroge du regard, mais ce dernier grommelle qu'il me montrera plus tard. Alors, nous continuons, et nous nous aventurons dans les rues ouest, là où l'on peut voir les grandes maisons appartenant à l'élite de la ville. Celles-ci sont en moins mauvais état. Bien au contraire, elles ont l'air luxueuses. Mais je ne peux m'empêcher de leur trouver un quelque chose d'étrange. Ce genre de truc qui mettrait mal à l'aise n'importe qui, sans que l'on sache vraiment pourquoi. L'homme enfonce plus profondément son chapeau lorsque nous passons devant la salle de l'ordre ésotérique de Dagon. Une ancienne salle maçonnique, vendue à l'ordre par la commanderie de cavalerie, de ce que l'inspecteur me dit. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, mais je me retiens de lui poser la question, alors que nous pressons le pas. Les réponses viendront probablement plus tard. Après cette étape, nous sommes passés devant la raffinerie du Marais, un grand bâtiment avec un beffroi blanc sur la rive nord de la rivière, en face de la place de la ville. Nous ne nous y sommes pas attardés, préférant emprunter la rue principale. Nous profitons du ciel découvert pour explorer les zones les plus dangereuses, à la recherche d'une trappe vers le monde de l'éveil. La rue principale est l'une des routes qui relient les bidonvilles dangereux du côté de la mer et abrite les 3 églises géorgiennes abandonnées de la ville. Mais ça ne m'a pas l'air si dangereux. La plupart des maisons semblent abandonnées et sont condamnées. L'ambiance est macabre, mais l'inspecteur m'intime de ne pas faire attention aux apparences. Là aussi, nous n'avons rien trouvé. Alors nous avons continué notre chemin sur la rue du Poisson, une rue déserte aux entrepôts de briques et de pierres bien entretenues, coupée en deux par son pont en ruine sur le Manuxet. En contournant celui-ci, nous accédions à la rue de l'eau, très similaire à la précédente, mais où se trouvent brisés des restes de quai. Le pont, bien que chancelant, est toujours utilisable cette fois-ci. Ainsi, nous sommes arrivés au port, un quai ensablé derrière un ancien brise-lames en pierre, autrefois surmonté par un phare. Mais là aussi, rien, absolument rien. Aucun indice pour me permettre de quitter ces lieux. Suis-je prisonnière ? Un peu démunie, nous nous asseyons dans le sable, le regard vers le large, posé sur les restes d'un récif noir. L'inspecteur m'explique que c'était le Devil Reef, qui a été dynamité en 1928. « 1928. Une incursion des autorités a fait exploser le Devil Reef au large de la côte. Les villageois ont été arrêtés et ont mystérieusement disparu sous la garde du gouvernement. Voilà que l'inspecteur se trouve être un peu plus bavard, et je le harcèle de questions, afin d'en savoir plus. Peut-être que quelque chose lui échappe dans toute cette folie, et que les histoires qu'il garde renferment des secrets qui me permettront de repartir.
Alors il parle. La ville a été fondée en 1643. Elle fut connue pour la construction navale avant la Révolution américaine. Siège d'une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle. Et plus tard, un petit centre industriel. La perte de marins dans les naufrages et la guerre de 1812 ont fait vaciller le commerce lucratif de la ville avec les mers du Sud. En 1828, la seule flotte qui empruntait encore cette route était celle du capitaine Obed March, chef de l'une des principales familles de la ville. Au début du XXe siècle, la ville connut un fort déclin économique, ce qui expliquerait son état actuel. La concentration en poissons dans ses eaux était tout à fait surnaturelle à une époque éloignée. Et lorsque la ville était prospère, il a été remarqué que la plupart de ses habitants étaient affligés d'anomalies physiques qui les rendaient infréquentables par les habitants des environs. Les cas les moins graves présentaient des yeux bleus globuleux qui ne se fermaient jamais, un menton fuyant, une peau grisâtre et très fine et des pieds démesurés. Les cas les plus graves étaient enfermés dans les maisons des quartiers abandonnés de la ville, dans lesquels on ne voyait jamais de lumière et où l'on entendait quantité de bruit effrayant. N'ayant vu aucun habitant depuis ma malheureuse arrivée, enfin, du moins les visages, je ne puis savoir si ces terribles nouvelles sont toujours d'actualité. J'ai tout au plus vu un peu de vie derrière des fenêtres sales. D'ailleurs, l'inspecteur est plutôt inquiet que nous n'ayons croisé personne, même s'il m'avait précisé qu'il préférait qu'on ne se fasse pas trop remarquer. Les étrangers ne sont pas vraiment la bienvenue ici. Il se trouve que la majorité des habitants d'Innsmouth sont issus de croisements d'humains normaux avec une race d'hommes poissons vivant dans les profondeurs. Les profonds, d'après l'inspecteur. Les habitants de la ville, depuis, rendent un culte à Dagon. Plus la quantité de croisements est grande parmi ses ascendants, plus l'individu présente des difformités importantes qui lui permettent de rejoindre ses frères des profondeurs, avec lesquels il peut vivre éternellement. Et je dois admettre qu'un rire m'échappa à ces explications. Mais, devant le sérieux de l'inspecteur, je me tue. Dans les contrées du rêve, tout est absolument possible, et ma matérialité me rend fermé d'esprit. C'est en 1846 qu'une mystérieuse épidémie de peste frappa la ville, tuant la majeure partie de la population. Mais, en réalité, les morts furent causées par les profonds de mèche avec Obed March. Tout ceci fait froid dans le dos. Et moi qui me trouvais dans l'eau à mon arrivée, finalement, je suis heureuse de ne pas savoir ce qu'il y avait sous mes pieds. C'est cette année-là que le capitaine March et 32 autres cultistes ont été arrêtés par Selectman Maury. Cependant, avant qu'ils ne puissent être inculpés, les profonds ont pris d'assaut la ville, les faisant sortir et purgeant la population résistante. La moitié de la population a été tuée dans ce qui a été dissimulé comme une peste venue de Chine. Ceci expliquant cela. Après la guerre civile américaine, en 1865, les derniers grands navires ont cessé d'accoster dans le port. La région fut plutôt calme jusque dans les années 20, où Innsmouth est devenue une sorte de centre industriel à un moment donné, mais où seule l'usine d'or Marsh Refining Company était encore en activité. Un certain Robert Olmsted s'est échappé d'Innsmouth le 16 juillet 1927 et a signalé les événements étranges aux autorités. C'est ainsi qu'une grande force d'agents fédéraux a assiégé la ville tout au long de l'hiver 1927-1928, démolissant la plupart de ses bâtiments en bord de mer. Il a ensuite été signalé, en février 1928, un affrontement, mais aucun captif ne s'est retrouvé dans le système pénitentiaire américain. Ces arrestations comprenaient des membres de l'ordre ésotérique de Dagon. L'inspecteur me précisa que cet affrontement était surtout le fait d'un retour des profonds, réclamant leur dû. C'est à ce moment que le Devil's Reef fut dynamité. J'interrogeai l'inspecteur au sujet des habitants et du culte de la région. Au début, il ne voulut pas m'en dire plus, mais j'insistais. Quitte à être bloqué ici, autant tout savoir. Alors voilà.
Avant les événements de l'histoire, en 1840, March crée un culte à Innsmouth, connu sous le nom d'ordre ésotérique de Dagon, basé sur une religion qu'il avait apprise de certains insulaires polynésiens au cours de ses voyages. En faisant un pacte avec ceux des profondeurs, les cultistes ne connaîtraient plus la fin. Mais la nature des sacrifices était obscène d'après l'inspecteur, pour qu'il ne veuille me donner plus de détails. Visiblement, les profonds, une race océanique, avaient une affinité toute particulière avec l'accouplement avec des humains. L'industrie de la pêche de la ville se développa rapidement à partir de ce moment-là. Puis en 1846, c'est à ce moment-là qu'est arrivée la peste, la fameuse, tuant la majeure partie de la population. Mais ceci était la version entendable et non pas la réalité. Ces morts étaient causées par les profonds, de mèche avec Obed March. Lorsque March et ses partisans ont été arrêtés, les rites sacrificiels ont cessé et les profonds ont riposté. L'activité du culte a repris et les croisements augmentèrent, engendrant des poissons humains déformés. Par conséquent, Innsmouth a été évitée pendant de nombreuses années, jusqu'en 1927, date à laquelle elle fit l'objet d'une enquête des autorités fédérales pour contrebande présumée. Après le massacre de 1846, il y avait environ 300 à 400 personnes vivant à Innsmouth, dont beaucoup étaient des hybrides venant des profondeurs. Et à cette même période, un certain nombre de migrants polonais et portugais tentèrent de s'installer dans la région avant d'être dispersés, d'après les mots de l'inspecteur. Encore aujourd'hui, les profonds ont un pacte actif avec les habitants d'Innsmouth, afin que le poisson reste abondant dans la région. Il semble également avoir une réserve d'artefacts en or de conception surnaturelle. Les profonds vénèrent le père Dagon et son épouse-mère Hydra, et le culte permet d'étendre ses croyances à ceux vivant sur Terre. Alors que l'inspecteur se tut, le temps commença à se couvrir et la mer s'agita. Il y avait un seul endroit où nous n'avions pas fouillé avec l'homme, les profondeurs. Alors que des vagues de plus en plus hautes venaient se briser sur la plage, je remercie mon sauveur. Quelque chose me dit que je le reverrai bientôt. Il savait ce que j'allais faire. Il tenta de m'en dissuader, mais il était déjà trop tard. Et je laissai la mer m'engloutir. Je n'ouvris pas les yeux de suite. Je pris une grande inspiration, certaine de ne sentir aucun air iodé. Tout semblait normal, tout était calme. J'ouvris un œil, puis deux, pour enfin découvrir ma chambre. Soulagée, je respire. Roulant sur le côté du lit, je pris mon téléphone pour taper le nom de cette ville dont je rêvais, Innsmouth. Et je découvris qu'elle fut mentionnée pour la première fois dans la nouvelle Céléphaïs, datant de 1920, par Howard Phillips Lovecraft, faisant référence à un village fictif en Angleterre. Puis, elle fut déplacée en Amérique du Nord et décrite avec précision dans Le Cauchemar d'Innsmouth, publié en 1936. La description du village fictif du Massachusetts serait basée sur la véritable ville de pêcheurs de Fletchwood, Lancashire, qui ressemble fortement à la description du village. Visiblement, ce fut une ville qui nourrit de nombreux imaginaires. Ainsi, un réalisateur adapta la nouvelle du Cauchemar d'Innsmouth en film, titrant simplement Dagon en 2001 par Stuart Gordon. Puis le monde du jeu vidéo s'en est emparé, comme avec Call of Cthulhu, Dark Corner of the Earth en 2006, Call of Cthulhu, The Official Video Game en 2018, où le personnage principal se retrouve à Darkwater, ville insulaire inspirée de Innsmouth. Puis, pour terminer, le plus récent, The Sinking City, de 2019, où il est abordé le sujet de la malédiction d'Innsmouth et de Dagon. Innsmouth a été visitée par de nombreux aéronautes, et elle fut dépeinte de différentes façons, grâce à différents supports. Intéressant. Mais il fait encore nuit. Le soleil ne se lève que dans 5 heures. Je devrais en profiter pour terminer ma nuit, en espérant qu'elle soit plus tranquille.